Quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont dit de grandir, et d'arrêter d'être un fardeau, puis ils m'ont abandonné, sur une aire d'autoroute dans le désert. Je ne leur ai plus jamais adressé la parole, jusqu'à ce que l'invitation au mariage de ma sœur n'arrive dans ma boîte aux lettres, 17 ans plus tard. L'enveloppe est restée posée, sur le comptoir de ma cuisine, pendant 3 jours, avant que je ne trouve le courage de l'ouvrir. Un papier cartonné couleur crème, manifestement onéreux, avec mon nom écrit, dans une calligraphie des plus élaborées. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture, sur l'enveloppe intérieure. Mes mains tremblaient, alors que je sortais le faire-part de mariage. Brianna vous prie d'honorer de votre présence, son mariage avec Christophe Erlagne. Ma petite sœur allait se marier, et d'une manière ou d'une autre, après 17 années d'un silence absolu, ils avaient réussi à me retrouver. Je suis resté planté là, dans ma maison de ville à Portland, dans l'Oregon, fixant ces mots, jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. La dernière fois que j'avais vu Brianna, elle avait 10 ans. Elle pleurait, sur la banquette arrière de notre break familial, pendant que nos parents s'éloignaient de moi en voiture. Ce souvenir me brûlait encore la poitrine, comme de l'acide. C'était cet été-là, j'avais 14 ans, et nous conduisions de Seattle à Phoenix, pour rendre visite à nos grands-parents. Ma mère, Denise, s'était plainte de moi, pendant la totalité des 6 heures de route. J'étais trop lunatique, trop silencieuse, trop chère à entretenir, avec mon besoin constant de nouveaux vêtements, simplement parce que je grandissais. Mon père, Gérald, restait la plupart du temps silencieux au volant, grognant occasionnellement en signe d'accord. Je suis tellement fatigué de cette attitude, a dit ma mère, en se retournant sur le siège passager, pour me foudroyer du regard. Tout ce que tu fais, c'est broyer du noir, et te plaindre. As-tu seulement la moindre idée, du stress que tu imposes à cette famille? Je regardais par la fenêtre, essayant de disparaître à l'intérieur de moi-même, comme j'avais appris à le faire. Brianna était assise à côté de moi, toute petite et effrayée, faisant semblant de dormir. Je n'ai rien dit. J'ai réussi à murmurer, c'est exactement ça, le problème. Tu ne dis jamais rien. Tu restes juste assise là, à mettre tout le monde mal à l'aise, par ta seule présence. La voix de ma mère avait pris ce ton tranchant, qui signifiait qu'elle préparait le terrain, pour quelque chose de bien pire. Tu as besoin de grandir, et d'arrêter d'être un tel fardeau, pour tout le monde. Mon père a pris une sortie, que je ne reconnaissais pas. Nous étions quelque part, au beau milieu du désert de l'Arizona, à des kilomètres de tout. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances violentes, faites d'orange et de rouge. Il s'est garé sur une aire de repos pour camions. L'un de ces endroits, qui n'est rien de plus qu'une station-service, flanqué d'un petit restaurant, au milieu de nulle part. Sors, a-t-il dit. Je pensais que nous nous arrêtions simplement, pour dîner ou pour prendre de l'essence. Mais quand je suis sorti de la voiture, mon père a sorti mon sac à dos du coffre, et l'a laissé tomber à mes pieds. Tu veux agir comme si nous étions un tel fardeau pour toi? Très bien, débrouille-toi toute seule. Son visage était complètement vide d'expression. Comme si j'étais une étrangère, lui demandant son chemin, et non sa propre fille. Papa. Ma voix s'est brisée. Qu'est-ce que tu fais? Tu es intelligente. Tu es assez grande. Il est temps d'apprendre à quoi ressemblent les vrais problèmes. Ma mère ne m'a même pas regardé. Elle vérifiait son rouge à lèvres, dans le miroir du pare-soleil. Le visage de Brianna est apparu à la lunette arrière, la bouche grande ouverte, dans un cri silencieux. Elle frappait contre la vitre, mais mon père était déjà en train de remonter dans la voiture. J'ai couru après eux, et ils se sont éloignés, mon sac à dos oublié sur le sol, derrière moi. J'ai couru, jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, et que mes jambes me lâchent. Jusqu'à ce que les feux arrière ne disparaissent complètement, dans le crépuscule du désert. Ensuite, je suis retourné à pied vers l'aire de repos, et je me suis assise sur le trottoir, devant la supérette, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Un chauffeur routier, nommé Bill, m'a trouvé là, 2 heures plus tard. J'étais toujours assise, exactement au même endroit. Il était lui-même grand-père, et quelque chose dans mon apparence a dû l'inquiéter. Quand il m'a demandé où étaient mes parents, et que je n'ai pas pu lui répondre. Quand j'ai commencé à trembler si fort, que je n'arrivais plus à m'arrêter. Il a appelé la police. Les flics qui sont arrivés
n'ont pas cru à mon histoire au début. Les parents n'abandonnent pas simplement leurs enfants sur des aires de repos. Il devait y avoir un malentendu quelconque. Mais lorsqu'ils n'ont pu joindre mes parents, à aucun des numéros que je leur avais donnés. Et lorsqu'ils ont trouvé mon sac à dos, avec ma carte d'identité scolaire à l'intérieur. L'expression des agents a radicalement changé. J'ai passé cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel, avec une assistante sociale, nommée Karen Brigg. Elle avait des yeux doux, et elle m'a acheté à dîner, dans un restaurant mexicain du coin. Mais je n'ai rien pu avaler. Je n'arrêtais pas de penser que mes parents allaient revenir. Que ce n'était qu'une horrible leçon, et qu'ils allaient apparaître, d'une minute à l'autre, pour me ramener à la maison. Ils ne sont jamais venus. L'enquête a pris des semaines. La police a finalement retrouvé la trace de mes parents, dans la maison de mes grands-parents, à Phoenix. Ils avaient dit à tout le monde que j'avais fugué, parce que je traversais une phase difficile. Ma mère a pleuré devant les policiers. Elle a joué le rôle de la mère dévastée, à la perfection. Mon père a soutenu chacun de ses mots. Mais Brianna a dit la vérité. Ma petite sœur de 10 ans, terrifiée et toute petite, a raconté aux travailleurs sociaux exactement ce qui s'était passé. Nos parents ne lui ont jamais pardonné cela. Les services de protection de l'enfance voulaient porter des accusations, mais mes parents avaient des avocats très chers. Ces derniers ont plaidé qu'il s'agissait d'un malentendu. Un moment d'égarement, lors d'un voyage en famille stressant. Le fait qu'ils aient conduit 6 heures de plus, jusqu'à Phoenix, sans moi. Le fait qu'ils y aient passé 3 jours, avant que la police ne les contacte. Le fait que ma mère ait dit à ses propres parents que je restais chez une amie, de retour à Seattle. Curieusement, rien de tout cela n'a semblé peser assez lourd. J'ai été placé dans une famille d'accueil à Tucson. Les Martin étaient de bonnes personnes. Un couple dont les enfants avaient quitté le nid, et qui accueillait des adolescents, depuis des années. Patricia Martin enseignait l'anglais au lycée, et son mari, Frank, était bibliothécaire. Ils m'ont donné ma propre chambre, m'ont aidé à m'inscrire à l'école, et ne m'ont jamais, pas une seule fois, fait sentir que j'étais une obligation pour eux. Le système a essayé de me réunir avec mes parents. Il y a eu des séances de conseil obligatoires. Ma mère y pleurait, et s'excusait. Mon père restait assis les bras croisés, et refusait de participer. Lors d'une séance, particulièrement brutale, la thérapeute lui a demandé directement pourquoi il m'avait laissé là. Elle avait besoin d'apprendre un peu l'indépendance, a-t-il répondu. Comme si abandonner son enfant dans le désert était une sorte d'exercice pour forger le caractère. Les enfants d'aujourd'hui sont trop douillets. Ils ont besoin d'amour vache. La thérapeute m'a demandé ce que j'avais besoin de faire pour rentrer à la maison. Ma mère m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage, et a dit « Tu dois t'excuser pour tous les ennuis que tu as causés. Tu dois nous prouver que tu peux faire partie de cette famille sans tout ce drame. » J'avais 14 ans. J'étais assise dans le bureau d'une conseillère. Et on me demandait de m'excuser pour mon propre abandon. Quelque chose en moi est devenu très froid et très silencieux. Je ne veux pas y retourner, ai-je dit clairement. Je veux rester avec les Martin. Les larmes de ma mère se sont arrêtées instantanément. Son visage s'est durci, pour devenir quelque chose que je reconnaissais à peine. Très bien, si c'est ce que tu veux, tu n'es plus ma fille. L'État a mis fin à leurs droits parentaux 6 mois plus tard. Je ne les ai plus jamais revus. Les Martin m'ont aidé tout au long du lycée. Patricia me donnait des cours particuliers quand j'avais des difficultés en algèbre. Frank m'a appris à chercher des bourses d'études universitaires. Il venait à mes concerts de la fanfare et à mes compétitions de l'équipe de débat. Ils ont pleuré de joie lorsque j'ai obtenu mon diplôme en tant que major de promotion. Je suis allé à l'université de l'Arizona grâce à une bourse d'études complète. J'ai étudié la finance et j'ai obtenu mon diplôme avec la mention summa cum laude avec la plus haute louange. Les Martin étaient au premier rang lors de la cérémonie de remise des diplômes. Mes parents biologiques n'étaient pas invités et ils ne seraient pas venus de toute façon. Après l'université, j'ai décroché un emploi
dans une société d'investissement à Phoenix, puis j'ai déménagé à Portland, pour un meilleur poste. J'ai acheté ma maison de ville à 26 ans, j'ai remboursé mes prêts étudiants à 28 ans, et je suis devenu analyste principal à 30 ans. Les Martin sont restés dans ma vie. Ils étaient les seuls parents que je reconnaissais comme tels. Patricia est décédée d'une crise cardiaque quand j'avais 29 ans. Frank l'a suivi 2 ans plus tard. Je les avais eus dans ma vie pendant 17 ans. Et les perdre a brisé en moi quelque chose dont j'ignorais même que cela pouvait encore se briser. Au fil des années, j'ai souvent pensé à Brianna. Ma petite sœur, qui avait dit la vérité, quand cela comptait vraiment. J'avais cherché son nom en ligne, de temps à autre. Mais elle n'avait aucune présence sur les réseaux sociaux, que je puisse trouver. Mes parents l'avaient probablement gardée hors ligne, ou avaient utilisé des paramètres de confidentialité stricts, pour m'empêcher de la localiser. Le système l'avait permis, parce qu'ils avaient techniquement encore des droits sur elle, et qu'elle était mineure. Maintenant, elle avait 27 ans, elle allait se marier, et d'une manière ou d'une autre, elle m'avait retrouvé. Le mariage devait avoir lieu à Seattle, dans l'un de ces hôtels hors de prix, avec vue sur le Puget Sound. L'invitation demandait une réponse 3 mois à l'avance. J'avais 12 semaines pour décider si j'allais retourner vers la famille, qui m'avait jeté comme un vieux déchet. J'ai appelé ma thérapeute, le docteur Angela Reeves, le lendemain de l'ouverture du faire-part. Je la consultais depuis 6 ans, travaillant sur cet imbroglio complexe, fait de problèmes d'abandon et de confiance, qui accompagnait inévitablement mon histoire. « Que voulez-vous faire » a-t-elle demandé, après que je lui ai expliqué la situation. « Je ne sais pas. Une partie de moi veut voir Brianna. Voir comment elle a grandi. Mais je ne peux pas affronter mes parents. » Ma voix a tremblé. Ils seront là. Ils l'accompagneront jusqu'à l'hôtel, comme s'ils étaient ses parents aimants. Et tout le monde y croira. Vous ne devez rien à personne, m'a rappelé doucement le docteur Reeves. Ni à votre sœur, ni à vos parents, ni même à vous-même. Vous avez le droit de choisir ce qui est le mieux pour vous. J'ai passé des semaines à me torturer au sujet de cette décision. J'ai rédigé, puis supprimé, une douzaine de mails différents, destinés à l'organisateur du mariage. J'ai fait des recherches sur le fiancé de Brianna en ligne, et j'ai trouvé un type à l'air sympathique, qui travaillait dans le développement de logiciels. J'ai trouvé l'adresse actuelle de mes parents, toujours à Seattle, dans une maison qui devait coûter plus d'1 million d'euros. Ils avaient bien réussi dans la vie, après s'être débarrassés de leur encombrante fille aînée. 2 mois avant le mariage, j'ai pris ma décision. J'ai répondu oui, avec un +1, même si je n'avais pas de cavalier. J'ai réservé une chambre d'hôtel, j'ai acheté un billet d'avion, et j'ai commandé une nouvelle robe. Ensuite, j'ai engagé un détective privé. Il s'appelait Thomas Vance. C'était un ancien inspecteur de police, qui dirigeait désormais son propre cabinet. Je l'ai rencontré dans son bureau du centre-ville de Portland, et je lui ai exposé exactement ce que je voulais. J'ai besoin de tout savoir sur la vie de mes parents, depuis qu'ils m'ont abandonné. Leurs dossiers financiers, leurs réseaux sociaux, leurs documents judiciaires. Absolument tout. J'ai besoin de savoir à qui ils ont raconté quelle histoire. Et j'ai besoin de preuves pour tout cela. Thomas m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. C'est à propos du mariage? C'est à propos de la vérité, ai-je répondu. Ils ont eu 17 ans pour raconter leur propre version des faits. Je veux savoir ce qu'ils ont dit. Cela lui a pris 5 semaines et m'a coûté 8 000 €, mais Thomas a tenu ses promesses. Le dossier qu'il a constitué faisait près de 8 cm d'épaisseur. Mes parents avaient dit à tout le monde que j'avais fugué. Que j'étais une enfant perturbée, en colère, et tout simplement impossible à gérer. Ils avaient joué les victimes pendant des années, récoltant la sympathie de leurs amis et de la famille. Sur les réseaux sociaux, ma mère publiait régulièrement des textes sur la douleur d'avoir un enfant qui avait choisi de partir et qui refusait tout contact. Il n'y avait aucune mention de la vérité. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient réellement fait. Ils avaient complètement réécrit l'histoire. Et tout leur cercle social y avait cru. Mais Thomas avait trouvé autre chose. 3 ans après m'avoir abandonné, mes parents
avaient essayé de me déclarer comme personne à charge, sur leurs impôts. Ils avaient rempli des formulaires, déclarant que je vivais avec eux. Ils avaient perçu les avantages fiscaux, et avaient empoché l'argent. Ils l'avaient fait, pendant 4 années consécutives, avant que quelqu'un à l'IRS, le fisc américain, ne signale l'anomalie. L'enquête avait été menée discrètement. Elle s'était soldée par des amendes, et des arriérés de paiement, mais sans aucune accusation criminelle. Tout était documenté, dans des registres fédéraux, que la plupart des gens ne penseraient jamais à consulter. J'avais désormais un moyen de pression. La semaine précédant le mariage, j'ai reçu un email, provenant d'une adresse que je ne connaissais pas. L'objet disait, « S'il te plaît, lis ceci ». C'était de Brianna. Je sais que tu me détestes probablement, pour ne pas t'avoir contacté plus tôt. Je sais que tu pourrais même ne pas venir au mariage. Mais j'ai besoin que tu saches, que je n'ai jamais oublié ce qui s'est passé. Et je ne leur ai jamais pardonné pour cela. Je n'invite papa et maman, que parce que les parents de Christopher pensent qu'il serait bizarre de ne pas les avoir là. Ils ne connaissent pas la vraie histoire. Personne ne la connaît. À part moi. J'ai passé 17 ans à les regarder jouer les victimes, et je suis tellement fatigué de faire semblant. Je t'ai retrouvé il y a 2 ans, mais j'avais trop peur de te contacter. Je suis désolé. Je comprendrai, si tu ne veux rien avoir à faire, avec aucun d'entre nous. Mais je devais essayer. Avec amour, Bri. J'ai lu cet email 20 fois. Ma petite sœur, devenue adulte, et portant toujours le poids de ce jour-là, dans le désert. J'ai répondu, je serai là. La veille du mariage, j'ai pris l'avion pour Seattle. Je me suis enregistré dans ma chambre d'hôtel, j'ai déballé ma robe, et j'ai passé en revue le dossier préparé par Thomas, une fois de plus. Ensuite, j'ai rédigé un email, et je l'ai enregistré dans mon dossier de brouillon. Le mariage était magnifique, de cette manière générique et onéreuse, typique des mariages de Seattle. La salle de bal de l'hôtel donnait sur l'eau, et était décorée de blanc et d'or. Je suis arrivé en avance, et je me suis assise vers le fond, regardant les gens entrer. Mes parents sont arrivés 20 minutes avant la cérémonie. Ma mère portait une robe bleu pâle, qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Mon père avait maintenant des cheveux gris, mais à part ça, il avait exactement la même apparence. Ils ont fait le tour de la salle, comme de vrais politiciens, serrant les gens dans leurs bras, riant, et jouant leur rôle à la perfection. Aucun d'eux ne m'a remarqué dans mon coin, au fond. La cérémonie en elle-même fut courte et douce. Brianna était magnifique dans sa robe de mariée, et Christopher la regardait comme si elle avait décroché la lune. Mon père l'a accompagnée jusqu'à l'hôtel, avec des larmes dans les yeux. L'image même du papa fier. J'en ai eu la nausée, en regardant ça. La réception a commencé, avec l'heure du cocktail. Je suis resté près des bords de la salle, sirotant un verre de vin, et regardant mes parents tenir leur cours, avec un groupe de parents que je reconnaissais vaguement. Ils racontaient une histoire quelconque, qui faisait rire tout le monde. Brianna m'a trouvé pendant le dîner. Elle avait troqué sa robe de cérémonie pour sa robe de réception. Quelque chose de plus simple, qui lui permettait de bouger plus facilement. Elle s'est tenue devant moi, pendant un long moment, les yeux s'emplissant de larmes. « Tu es venu » a-t-elle murmuré. J'avais dit que je le ferais. Je me suis levé, et alors, ma petite sœur m'a serré dans ses bras. Comme si elle avait de nouveau 10 ans. Comme si, elle pouvait s'accrocher assez fort, pour réparer tout ce qui avait été brisé. Je suis tellement désolé, a-t-elle sangloté contre mon épaule. J'aurais dû me battre plus fort. J'aurais dû te retrouver plus tôt. J'aurais dû. Arrête. J'ai reculé, et je l'ai tenue par les épaules. Tu étais une enfant. Rien de tout cela n'était de ta faute. Rien du tout. Elle a essuyé ses yeux, son mascara bavant légèrement. Papa et maman ne savent pas que tu es là. Je ne leur ai pas dit que tu avais répondu oui. Je sais. Vas-tu leur parler? J'ai regardé de l'autre côté de la salle de bal. Là où mes parents étaient assis à la table d'honneur, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit. Éventuellement. L'expression de Brianna s'est durcie. Il mérite tout ce que tu es en train de préparer.
Je sais. Elle m'a serré la main une fois, puis est retournée vers ses autres invités. Je l'ai regardée saluer les gens, et j'ai vu comment elle évitait soigneusement d'amener qui que ce soit pour me le présenter. Elle me protégeait, encore maintenant. J'ai attendu la fin du dîner. Après les discours. Après la première danse. J'ai attendu que mes parents soient séparés, ma mère au bar, et mon père fumant un cigare à l'extérieur, avec quelques autres hommes. Ensuite, je me suis approché de ma mère. Elle ne m'a pas reconnu, au début. Et pourquoi l'aurait-elle fait? La dernière fois qu'elle m'avait vu, j'étais une adolescente maigrichonne de 14 ans. Maintenant, j'en avais 31. Je portais une robe de créateur, et mes cheveux étaient coiffés par un professionnel. Excusez-moi, ai-je dit d'un ton aimable. Denisait. Elle s'est retournée, son verre de vin à la main. Son expression était poliment curieuse. Oui. C'est agréable de vous revoir enfin. Quelque chose dans ma voix a dû déclencher la reconnaissance. Son visage est devenu pâle, puis rouge, puis à nouveau pâle. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta fille m'a invité à son mariage. Ne l'a-t-elle pas mentionné? Les gens à proximité commençaient à remarquer que quelque chose n'allait pas. La voix de ma mère était devenue stridente, attirant inévitablement l'attention. Tu dois partir. Tu n'as aucun droit d'être ici. J'en ai tout à fait le droit. J'ai été invité. J'ai gardé une voix calme. Plaisante, même. En fait, j'espérais que nous pourrions discuter. Rattraper le temps perdu au cours de ces 17 dernières années. Je suis sûr que tout le monde adorerait entendre parler de ce qui s'est réellement passé. Tu as fugué, a sifflé ma mère. Mais ses yeux allaient dans tous les sens, vérifiant qui écoutait. Tu étais impossible à vivre, et tu as fugué. Est-ce vraiment cette histoire que tu veux continuer à raconter? Parce que j'ai pas mal de documents qui prouvent le contraire. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette. Y compris les rapports de police de cette aire de repos en Arizona. Et les notes des travailleurs sociaux. Et les transcriptions de nos séances de thérapie familiale, où tu as exigé que je m'excuse pour avoir été abandonné. Ma mère a attrapé mon bras, ses ongles s'y enfonçant. Espèce de petite. De plus, ai-je continué en dégageant mon bras, j'ai les dossiers de l'enquête de l'IRS. De l'époque où vous m'avez frauduleusement déclaré à charge, pendant 4 ans, après que j'ai été placé en famille d'accueil. C'est particulièrement intéressant, tu ne trouves pas? Abandonner son enfant, puis commettre une fraude fiscale, en prétendant qu'elle vivait toujours avec vous. La couleur a complètement disparu de son visage. À ce stade, nous avions un petit public. Y compris mon père, qui était revenu à l'intérieur. Il s'effrayait un chemin à travers la foule naissante, le visage foudroyant. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Salut, papa. Je lui ai fait un petit signe de la main. Ça fait longtemps. Il a littéralement trébuché, se rattrapant à une chaise voisine. L'espace d'une seconde, il a eu l'air vieux et confus. Puis son visage s'est durci. Denise, nous partons. Pas encore, ai-je dit, assez fort pour que d'autres personnes s'arrêtent pour écouter. Je pense que nous devrions aborder le sujet qui fâche, vous ne croyez pas? Je veux dire, tous ces gens ont probablement tellement entendu parler de votre fille aînée à problème, celle qui a fugué. Je détesterais qu'ils continuent de croire à des mensonges. Tu dois partir, avant que je ne te fasse expulser, a dit mon père, entre ses dents serrées. Vas-y, essaie. Je suis une invitée ici. Vous, en revanche, êtes sur le point de devenir très indésirable. J'ai regardé la foule des invités du mariage. Ils nous fixaient tous, avec diverses expressions de confusion et d'inquiétude. Combien d'entre vous ont entendu parler de la façon dont j'ai fugué, quand j'avais 14 ans? Comment j'étais perturbé, difficile, et comment j'ai tout simplement disparu, laissant derrière moi mes pauvres parents? Plusieurs personnes se sont jetées des regards gênés. Ma mère a essayé de parler, mais aucun son n'est sorti. Aimeriez-vous savoir ce qui s'est réellement passé? J'ai affiché les photos sur mon téléphone. Des images que j'avais soigneusement sélectionnées dans le dossier que Thomas avait compilé.
Quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont conduite sur une aire de repos, au milieu du désert de l'Arizona, et m'y ont laissé. Ils sont partis en voiture, pendant que je courais derrière eux. Ils ont dit à tout le monde que j'avais fugué. Ce n'est pas vrai, a finalement réussi à dire ma mère. Elle ment. Elle est dérangée, depuis des années. J'ai les rapports de police, ai-je dit clairement. J'ai les témoignages de l'assistante sociale. J'ai les déclarations de ma sœur de 10 ans, qui a assisté à toute la scène, et qui a dit la vérité, lorsque les autorités ont enquêté. J'ai 17 ans de documentation, prouvant que vous avez abandonné votre enfant, et que vous avez ensuite passé près de 2 décennies, à mentir à ce sujet. La pièce était devenue complètement silencieuse. À l'exception du son lointain de la musique, provenant de la piste de danse. Brianna. Quelqu'un dans la foule, une femme plus âgée que je reconnaissais vaguement comme ma tante, a cherché du regard autour d'elle. Est-ce que c'est vrai? Ma sœur est apparue au bord de la foule. Elle observait de loin. Son visage était strié de larmes, mais sa voix était ferme. Chaque mot qu'elle vient de dire est vrai. J'étais là. Je les ai vus la laisser. J'ai raconté exactement ce qui s'est passé à la police, et ils me l'ont reproché toute ma vie. Ma mère a émis un son qui ressemblait à celui d'un animal blessé. Brianna. Comment as-tu pu? Comment j'ai pu quoi? Dire la vérité? J'avais 10 ans, et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et vous m'avez puni pour ça, depuis ce jour-là. Brianna s'est avancée pour se tenir à mes côtés, et j'ai senti sa main se glisser dans la mienne. Vous avez abandonné votre fille dans le désert, comme un vulgaire déchet. Et ensuite, vous avez joué les victimes, pendant 17 ans. Tout le monde ici mérite de savoir quel genre de personne vous êtes réellement. La tante qui avait parlé plus tôt, la sœur de ma mère, nommée Victoria, s'est avancée. Denise, s'il te plaît. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ma mère a ouvert et fermé la bouche à plusieurs reprises. Mais mon père est intervenu. C'est ridicule. Nous n'avons pas à rester ici, et à être attaqués, par une jeune femme dérangée, qui... Vous l'avez déclaré à charge sur vos impôts, pendant 4 ans, après l'avoir abandonné, ai-je coupé d'un ton plat. Vous avez commis une fraude fiscale. J'ai les documents d'enquête de l'IRS. Voulez-vous que je les partage, eux aussi? Cela a brisé le peu de sang-froid qui restait à mon père. Il a attrapé le bras de ma mère, et a commencé à la tirer vers la sortie. Nous partons, a-t-il annoncé, sans s'adresser à personne en particulier. C'est de la folie, et nous n'y participerons pas. C'est ce que vous savez faire de mieux, n'est-ce pas, ai-je crié après eux. Partir. Ils ne se sont pas arrêtés. Ils se sont frayés un chemin, à travers la foule d'invités sous le choc, et ont disparu, par les portes de la salle de bal. La pièce a immédiatement éclaté en chuchotements. Je suis restée là, tremblante. L'adrénaline se dissipait dans mon système. La main de Brianna était toujours dans la mienne, me serrant si fort que ça faisait mal. Est-ce que ça vient vraiment d'arriver, a-t-elle murmuré. Ouais. Christopher est apparu, avec un directeur de l'hôtel. Tous deux avaient l'air inquiets. Bri, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Brianna a pris une inspiration tremblante. Christopher. Tout le monde. J'ai besoin d'expliquer quelque chose. Voici ma sœur. Ma sœur aînée, que je n'ai pas vue depuis 17 ans. Parce que nos parents l'ont abandonnée sur une aire de repos, quand elle avait 14 ans, et moi 10. Tout ce que vous venez d'entendre est vrai. J'aurais dû vous le dire à tous, bien plus tôt. Mais j'avais peur, j'avais honte, et je ne savais pas comment faire. Son fiancé a regardé entre nous deux, en train d'assimiler l'information. Ta sœur. Celle qui était censée avoir fugué. Elle n'a jamais fugué. Ils l'ont laissée là-bas, exprès. J'ai vu ça arriver. Tout à l'honneur de Christopher, il n'a pas hésité une seule seconde. Il a pris Brianna dans ses bras, puis a tendu le bras, pour m'y inclure également. Alors, je suis heureux que vous soyez toutes les deux ici maintenant. Le reste de la soirée a été irréel. Certains invités sont partis tôt, mal à l'aise avec tout ce drame. D'autres sont restés,
et ont posé des questions. Ils voulaient entendre l'histoire complète. Je me suis retrouvée assise à une table, avec Brianna, Christopher, et plusieurs parents dont je me souvenais à peine. Je passais en revue les détails de ce qui s'était passé. Ma tante, la sœur de ma mère, Victoria, a pleuré, pendant que j'expliquais tout. Je savais que quelque chose clochait, n'arrêtait-elle pas de dire. L'histoire de Denise n'a jamais eu de sens. Mais je n'ai jamais insisté. Je suis tellement désolé. Tu ne pouvais pas savoir, lui ai-je dit. Ils étaient très convaincants. Mais c'est ma propre sœur. Victoria a secoué la tête. J'aurais dû le savoir. L'amie de Brianna, sa demoiselle d'honneur, prénommée Ashley, avait l'air furieuse. Ça fait 2 ans que j'écoute ta mère pleurer, sur sa fille à problème. Elle a tellement joué la comédie avant le mariage. Parlant de la tristesse qu'elle éprouvait, à l'idée que tu ne serais pas là. Ouais, a dit Brianna avec amertume. C'est sa grande spécialité. Vers minuit, après le départ de la plupart des invités, je me suis assise avec Brianna et Christopher, au bar de l'hôtel. Nous avions tous enlevé nos chaussures élégantes, et nous nous étions détendus. Épuisés par le poids émotionnel de la soirée. J'ai ruiné ton mariage, ai-je dit doucement. Je suis désolé. Tu plaisantes? Brianna m'a regardé, avec des yeux féroces. Tu m'as libéré. Sais-tu combien d'années j'ai passé à porter leurs mensonges? À faire semblant que tout était normal. À laisser les gens avoir pitié d'eux. Elle a attrapé ma main, à travers la table. Tu t'es tenu là, et tu as dit la vérité, devant tout le monde. Tu as fait ce que j'avais trop peur de faire, depuis 17 ans. Quand même, cela aurait dû être ton jour parfait. Christopher a ri, nous surprenant toutes les deux. Rien, dans les mariages, n'est jamais parfait. Mais tu sais quoi? Cette histoire va devenir légendaire. Tu te souviens de la fois où la sœur de la mariée, perdue de vue depuis longtemps, s'est pointée et a démasqué les parents qui l'avaient abandonnée. C'est bien mieux que. Tu te souviens quand tante Suzanne s'est saoulée et s'est cachée sous la table du DJ. Malgré tout, je me suis surprise à rire. Nous avons parlé jusqu'à 3 heures du matin. Brianna m'a parlé de sa vie. De la façon dont nos parents avaient tout contrôlé, après mon départ. Elle était allée à l'université qu'ils avaient choisie. Elle avait étudié ce qu'ils voulaient. Elle avait vécu à la maison, jusqu'à ce qu'elle rencontre Christopher. Même à ce moment-là, ils avaient essayé de la convaincre de ne pas se marier. Ils n'aimaient pas le fait que Christopher m'encourage à être indépendante, a-t-elle expliqué. Il voulait que je reste petite et gérable. Après ce qui s'est passé avec toi, ils étaient terrifiés à l'idée de perdre à nouveau le contrôle. Tu aurais dû me contacter plus tôt, ai-je dit. Mais il n'y avait aucune colère dans ma voix. Je sais. J'avais peur. Ils surveillaient tout quand j'étais plus jeune. Et puis, quand j'ai enfin eu ma liberté, je ne savais pas comment combler 17 années de silence. Qu'est-ce qu'on dit, même? Et, tu te souviens de la fois où nos parents t'ont abandonné et ont ruiné nos 2 vies? Ça aurait été un bon début. Elle a ri à travers ses larmes. J'ai pensé à toi, chaque jour de ma vie, a admis Brianna. Je me demandais si tu allais bien. Si tu me détestais. Si tu voudrais même avoir de mes nouvelles. J'ai essayé de te trouver plusieurs fois, je l'avoue. Mais ils avaient verrouillé tes réseaux sociaux, et je ne voulais pas te causer de problème. Tu ne l'aurais pas fait. Tu ne l'aurais jamais pu. Brianna a essuyé ses yeux. Raconte-moi tout. Parle-moi de ta vie. De qui tu es devenu. Alors je l'ai fait. Je lui ai parlé des Martin. De Patricia et de Franck, qui m'avaient donné la famille dont j'avais tant besoin. Je lui ai parlé de l'université, et de ma carrière. De la maison de ville à Portland, et de la vie que j'avais bâtie à partir de rien. De la thérapie, de la guérison, et de l'apprentissage de la confiance envers les autres, à nouveau. Tu as réussi, a dit Brianna, avec de l'émerveillement dans la voix. Tu as survécu, et tu as prospéré. Tu es devenu quelqu'un d'incroyable, sans eux. Toi aussi, ai-je fait remarquer. Tu as dit la vérité, quand c'était important, même si tu n'étais qu'une enfant. Ça a demandé un vrai courage.
Je n'ai jamais cessé de me sentir coupable pour ça. Ne le sois pas. Rien de tout cela n'était de ta faute. Tu avais 10 ans. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, nos adresses e-mail et nos comptes de réseaux sociaux. Christopher a insisté pour prendre une photo de nous trois ensemble. Sur la photo, Brianna et moi nous tenons la main, nos têtes penchées l'une vers l'autre. Nous pleurons et rions toutes les deux, en même temps. J'ai repris l'avion pour Portland, le lendemain. Épuisée, mais plus légère, d'une certaine manière. Le dossier que Thomas avait compilé se trouvait dans mon bagage à main. La preuve matérielle de tout ce que j'avais avancé. J'en avais fait des copies, et j'en avais donné une à Brianna, au cas où. 3 jours après le mariage, ma mère a essayé de m'appeler. Je l'ai envoyé sur la messagerie. Elle a laissé un message, que j'ai supprimé, sans même l'écouter. Elle a essayé 5 fois de plus, avant d'abandonner. Mon père a envoyé un seul email. Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier de toi. J'ai répondu, vous avez détruit cette famille, il y a 17 ans. Moi, je me suis juste assuré que tout le monde soit au courant. Il n'a jamais répondu. Les retombées ont été considérables. Le cercle social de mes parents s'est fracturé. Les gens ont pris parti. Certains les ont crus, convaincus que je mentais ou que j'exagérais. D'autres se sont souvenus de curieuses incohérences dans leur histoire, au fil des années, et ont commencé à poser des questions plus difficiles. Victoria, ma tante, a complètement coupé les ponts avec ma mère. Je ne peux pas pardonner ça, m'a-t-elle dit au téléphone, 2 semaines après le mariage. Ce qu'ils t'ont fait. Ce qu'ils ont fait à Brianna. J'ai tellement honte de ne pas l'avoir vu plus tôt. Tu n'étais pas là, lui ai-je rappelé. Tu ne pouvais pas savoir. Mais j'aurais dû insister davantage. J'aurais dû poser plus de questions. Elle a fait une pause. Est-ce que ce serait d'accord pour toi, si je restais en contact? J'aimerais apprendre à te connaître, si tu le veux bien. Je le voulais bien. Brianna et moi, nous nous parlions tous les quelques jours. Rattrapant le temps perdu. Elle m'a parlé de son enfance, après mon départ. De la culpabilité, du contrôle, et de la peur constante, de dire la mauvaise chose. Je lui ai parlé des cauchemars, que je faisais encore parfois. De la thérapie, et du lent processus de guérison. Est-ce que tu les détestes, m'a-t-elle demandé, une fois. J'y ai réfléchi attentivement. Non, je ne crois plus que ce soit le cas. Je suis en colère contre ce qu'ils ont fait. Et je ne leur pardonnerai jamais pour ça. Mais la haine demande trop d'énergie. Et ils m'ont déjà assez pris. Je crois que moi, je les déteste, a-t-elle admis doucement. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Ça fait de toi un être humain. Tes sentiments sont valides. Quels qu'ils soient. 6 mois après le mariage, mes parents ont tenté une dernière fois de contrôler le récit de l'histoire. Ils ont publié une longue déclaration sur les réseaux sociaux. Ils y affirmaient que j'avais menti sur tout. Que j'étais mentalement instable, et que j'avais toujours été une enfant à problème. Ils se peignaient comme les victimes de la campagne de dénigrement d'une fille vindicative. Brianna a fait une capture d'écran et a publié sa propre réponse, y incluant des photos des rapports de police et des documents des services sociaux. Voici ce qui s'est réellement passé, a-t-elle écrit. J'étais là. J'ai tout vu. Ces personnes ont abandonné leur fille de 14 ans dans le désert et ont menti à ce sujet pendant 17 ans. Je ne me tairai plus. La publication est devenue virale dans leur cercle social. À la fin de la semaine, mes parents avaient entièrement supprimé leur compte sur les réseaux sociaux. Brianna m'a appelé, riant et pleurant en même temps. Je l'ai fait. Je leur ai enfin tenu tête. Je suis fier de toi. Ils vont me renier maintenant, tu sais. Alors tu seras en bonne compagnie, ai-je dit. Bienvenue au club. 1 an après le mariage, Brianna et Christopher ont déménagé à Portland. Ils ont acheté une maison, à 10 minutes de la mienne. Nous dînions ensemble 2 fois par semaine. Construisant lentement la relation que nous aurions dû avoir depuis toujours. Victoria nous rendait visite régulièrement.
Et j'ai rencontré des cousins, dont j'avais oublié l'existence. Certains d'entre eux se sont excusés d'avoir cru à l'histoire de mes parents. D'autres voulaient juste aller de l'avant. J'ai accepté les deux, avec la même grâce. Les Martin m'avaient laissé un petit héritage à leur décès. Rien d'énorme, mais suffisamment pour que je puisse finir de payer ma maison, plus tôt que prévu. J'en ai utilisé une partie pour créer un fonds de bourse d'études en leur nom, destiné aux enfants placés en famille d'accueil et poursuivant des études supérieures. Brianna m'a aidé à organiser la première collecte de fonds annuelle. Lors de l'événement, entouré de personnes qui avaient soutenu la cause, j'ai prononcé un discours sur l'importance de la famille. À la fois celle dans laquelle on est et celle que l'on choisit. J'ai parlé de Patricia et de Frank. Du cadeau que cela représente, d'être vu et valorisé. Je n'ai pas du tout mentionné mes parents biologiques. Brianna se tenait au premier rang. Des larmes coulaient sur son visage, et elle applaudissait plus fort que n'importe qui d'autre. 2 ans après le mariage, j'ai reçu une lettre de mon père. Elle avait été transférée par plusieurs adresses, avant de me parvenir. À l'intérieur, se trouvait une seule page. Son écriture était tremblante, et peu claire. Je meurs. D'un cancer. Ta mère veut te voir, avant que je parte. Elle veut s'excuser. S'il te plaît, réfléchis-y, Gérald. Je l'ai montré au docteur Reeves, lors de notre séance suivante. Que voulez-vous faire, a-t-elle demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi a l'impression que je devrais y aller. Comme s'il y avait une sorte d'obligation de l'écouter. L'autre partie de moi sait très bien que ça ne changera rien. Vous avez raison. Ça ne changera rien. La question est de savoir si vous avez besoin de tourner la page, ou si vous l'avez déjà tournée. J'ai longuement réfléchi à cela. À cette jeune fille effrayée de 14 ans, assise sur une aire de repos. Aux années de thérapie. À Brianna, à Victoria, et à la famille, que j'avais reconstruite à partir de rien. À la vie que j'avais créée, malgré tout ce qu'ils avaient fait pour me détruire. Je l'ai déjà tournée, ai-je dit, finalement. J'ai répondu. Non. Quoi que vous ayez besoin de dire, vous auriez dû le dire, il y a 17 ans. J'espère que vous trouverez la paix. Mais je n'ai pas besoin d'en faire partie. Mon père est mort, 3 mois plus tard. Brianna est allée aux funérailles. Pas pour lui, mais pour soutenir notre mère, à qui elle parlait encore occasionnellement, malgré tout. Moi, je suis resté à Portland. Elle a demandé de tes nouvelles, m'a dit Brianna après coup. Maman. Elle voulait savoir si tu avais reçu la lettre de papa. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Que ce n'était pas à moi de partager ça. Brianna a soupiré. Elle est différente maintenant. Plus petite, d'une certaine manière. Sans papa là, pour la soutenir. Elle a essayé de s'excuser auprès de moi. As-tu accepté ses excuses? Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Mais elle reste ma mère, et elle est toute seule maintenant. Brianna m'a regardé avec attention. Est-ce que ça te dérange que je la vois encore parfois? Non. Ta relation avec elle, c'est à toi de la définir. Ça ne change rien entre nous. Bien. Parce que tu es ma sœur. Et tu es plus importante pour moi que quiconque dans ce monde. 3 ans après le mariage, Brianna a eu un bébé. Une petite fille, nommée Patricia, en l'honneur de ma mère d'accueil. J'étais dans la salle d'accouchement, lors de sa naissance. Et quand l'infirmière m'a tendu ma nièce pour la première fois, j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Salut, mon cœur, ai-je murmuré, au minuscule et parfait être humain dans mes bras. Je suis ta tante. Je vais m'assurer que tu saches toujours que tu es désirée. Que tu es aimée. Et que tu es suffisante, exactement telle que tu es. Brianna a cherché ma main. Merci d'être venue à mon mariage, a-t-elle dit, épuisée et émue. Merci d'avoir dit la vérité. Merci de m'avoir donné la permission d'en faire autant. Tu aurais trouvé ton chemin, de toute façon. Peut-être. Mais tu as rendu cela possible. Tu m'as montré à quoi ressemblait le courage.
J'ai regardé la petite Patricia. Ses petits doigts, ses yeux fermés. Et la confiance absolue, avec laquelle elle dormait dans mes bras. Cet enfant ne saurait jamais ce que c'est que de ne pas être désiré. Brianna et Christopher s'en assureraient. Et moi, je serais là, pour lui rappeler chaque jour toute sa valeur. Parfois, la guérison n'est pas une question de réconciliation, ni de pardon. Parfois, il s'agit de construire quelque chose de nouveau, à partir des morceaux brisés. De choisir sa famille, et de choisir sa vérité. Parfois, il s'agit de se lever, dans une salle de bal bondée, et de dire « Voici ce qui s'est réellement passé ». Même lorsque votre voix chevrotte, et que vos mains tremblent. Je fais encore des cauchemars, parfois. Je rêve de cet air de repos. Des feux arrière, qui disparaissent dans le désert. Mais je rêve aussi, de Patricia Martin, m'apprenant à préparer ces fameuses lasagnes. De Franck, m'aidant à choisir mes universités. De la main de Brianna dans la mienne, à son mariage. De la première fois, où j'ai tenu ma nièce dans mes bras. Les Martin m'ont offert 17 ans, d'amour et de stabilité. Ils m'ont montré à quoi ressemblent de vrais parents. À quoi la famille est censée ressembler. Ils m'ont sauvé la vie, de toutes les manières qui comptent vraiment. Mes parents biologiques, eux, m'ont donné des compétences de survie. Des traumatismes. Et un exemple très clair, de la personne que je ne voulais jamais devenir. Les deux, m'ont façonné. Mais l'un seulement d'entre eux, m'a donné une fondation, sur laquelle construire. J'ai 34 ans maintenant. Je vis à Portland, avec un travail que j'aime. Et une sœur, avec qui je reconstruis une relation. J'ai une nièce, qui m'appelle Tata, et qui me demande de lui lire des histoires, avant de s'endormir. J'ai des tantes et des cousins, qui veulent réellement de moi dans leur vie. J'ai des amis et des collègues, qui me valorisent. Ma mère a essayé de me contacter une fois de plus, environ 6 mois après les funérailles de mon père. Elle a envoyé une lettre via Brianna, me demandant si on pouvait se rencontrer autour d'un café, juste toutes les deux. Elle a écrit qu'elle suivait une thérapie. Qu'elle travaillait à comprendre pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Qu'elle voulait essayer de faire amende honorable. J'ai lu la lettre 3 fois. Avant de la classer dans le dossier, avec tous les autres documents de ce chapitre de ma vie. Peut-être qu'un jour, je serai prête pour cette conversation. Peut-être que non. Dans tous les cas, c'est mon choix maintenant. Et c'est tout ce qui compte. Brianna a compris. Elle essaie, a dit ma sœur prudemment. Je pense que perdre papa l'a forcée à se regarder différemment. Mais je comprends pourquoi tu n'es pas prête. Je ne suis pas sûr de l'être un jour totalement non plus. Comment se passent ces conversations entre vous deux? Brianna a haussé les épaules. C'est lent. C'est douloureux. Elle pleure beaucoup. S'excuse constamment. Mais les mots sont faciles, tu sais. Ce sont les actions qui comptent. Et elle ne peut pas défaire 17 années d'abandon envers toi, et de contrôle sur moi. Elle ne peut pas nous rendre notre enfance. Ni notre relation en tant que sœur. Alors, on prend un café une fois par mois. J'écoute, et j'essaie de pardonner. Mais je ne sais pas si j'y arriverai un jour complètement. Tu as le droit de fixer toutes les limites dont tu as besoin. Toi aussi, m'a-t-elle rappelé. Ne te sens pas coupable de te protéger. Je ne me sens plus coupable. C'est peut-être ça, le plus grand changement. Pendant des années, après l'abandon, j'ai porté ce poids, croyant que je l'avais d'une certaine façon provoqué. Que si j'avais été différente, ou meilleure, ou plus silencieuse, il m'aurait gardé. La thérapie m'a aidé à comprendre que rien de ce que j'avais fait, en tant qu'enfant de 14 ans, ne justifiait d'être abandonné sur une aire de repos. Rien du tout. Le mois dernier, j'ai été promue vice-présidente au sein de mon entreprise. Le dîner de célébration incluait Brianna, Christopher, la petite Patricia, Victoria, et 3 cousins qui étaient devenus de véritables amis. Nous avons rempli une salle privée de mon restaurant préféré. Et quand ils ont porté un toast à mon succès, j'ai regardé autour de la table, et je me suis sentie incroyablement reconnaissante. Un discours, a lancé Christopher, en riant. Je me suis levé, un verre à la main. Je ne suis pas doué pour les discours,
mais je vais essayer. Il y a 20 ans, je pensais que ma vie était finie. Je pensais qu'être abandonné signifiait que je n'étais pas digne d'être aimé. Que je serais toujours seul. Mais la vérité, c'est que j'ai été libéré. J'ai eu l'opportunité de choisir ma famille. De choisir des personnes qui ont vu ma valeur et qui me l'ont renvoyée. Les Martin ont commencé ce processus. Et vous tous, vous l'avez continué. Alors, merci. Merci de m'avoir choisi en retour. Brianna pleurait encore, mais elle souriait aussi. Toujours, a-t-elle dit. On te choisira toujours. La petite Patricia, qui a 3 ans maintenant et qui est pleine d'opinions, a tapé son gobelet sur la table. Gâteau de Tata, maintenant. La table a éclaté de rire. Et le moment est revenu à la célébration. Mais plus tard, alors que nous partions, Victoria m'a prise à part. Ta mère m'a demandé de te transmettre un message, a-t-elle dit doucement. Je lui ai dit que je ne te mettrais pas la pression. Mais j'ai promis que je transmettrais. De quoi s'agit-il? Elle a dit de te dire que tu avais raison sur toute la ligne. Elle a dit qu'elle était désolée. Et qu'elle sait que désolée n'est pas suffisant. Mais c'est tout ce qu'elle a. Elle a dit qu'elle était fière de la personne que tu es devenue. Même si elle n'y est pour rien. Et surtout parce qu'elle n'y est pour rien. Les yeux de Victoria étaient tristes. Elle est brisée, ma chérie. Ce qu'elle t'a fait a brisé quelque chose en elle aussi. Et elle ne s'en rend compte que maintenant. J'ai absorbé cette information lentement. Dis-lui. Dis-lui que j'espère qu'elle trouvera la paix. Mais moi, j'ai trouvé la mienne. Et elle n'en fait pas partie. Victoria a hoché la tête. Je pense qu'elle le sait. Je pense que c'est une partie de ce qui la brise. Peut-être que cela aurait dû me faire me sentir vengé. De savoir que ma mère souffrait. Peut-être que la moi plus jeune l'aurait célébré comme une justice. Mais debout là, sur le parking du restaurant, je me sentais juste fatigué. Elle a fait ses choix, ai-je dit finalement. Nous devons tous vivre avec les nôtres. Le trajet du retour a été calme. Les lumières de la ville défilaient floues derrière mes fenêtres. J'ai pensé à cette fille effrayée de 14 ans. À la façon dont elle avait survécu à cette première nuit terrible. Et à toutes les nuits qui ont suivi. À la façon dont elle avait appris à faire à nouveau confiance. À ouvrir à nouveau son cœur. À construire une vie qui valait la peine d'être vécue. Elle serait fière de moi, je crois. Fière des limites que j'ai fixées et maintenues. Fière de la famille que j'ai choisie. Fière que je n'ai pas laissé l'amertume empoisonner tout le bon qui est venu après. Quand je suis arrivé chez moi, un paquet m'attendait sur le pas de ma porte. À l'intérieur, se trouvait une photo encadrée, que je n'avais jamais vue auparavant. Elle me montrait à 17 ans. Riant de quelque chose hors cadre. Assise entre Patricia et Franck Martin, lors de ma remise de diplôme du lycée. Au dos, avec l'écriture de Patricia, notre fille. Notre fierté. Et notre joie. Un mot de Brianna était glissé à l'intérieur. J'ai trouvé ça dans une boîte d'affaires. Quand j'ai aidé les parents de Christopher à réduire la taille de leur maison. Sa mère connaissait les Martin par le biais d'un groupe communautaire. J'ai pensé que tu devrais la voir. Regarde à quel point tu étais aimé. Regarde à quel point tu es aimé. Toujours, Bri. J'ai posé la photo sur ma cheminée. Juste à côté de la photo de Brianna et moi, à son mariage. Nos mains jointes. Nos visages rayonnants, de larmes et de joie. 2 moments, séparés de 17 ans. 2 moments marquants, où la vérité l'a emporté, sur les mensonges. Mon téléphone a vibré. Un SMS du Dr Reeves. Fier de vous. À la semaine prochaine. J'ai répondu, absolument. La guérison n'est pas linéaire. Et elle n'est jamais, vraiment terminée. Il y a encore des jours difficiles. Quand le passé se glisse sur moi, de manière inattendue. Des jours où je vois une famille monter dans une voiture, et où je sens ma poitrine se serrer. Des jours où je me demande, ce qu'aurait pu être ma vie, si mes parents avaient été des personnes différentes. S'ils m'avaient choisi, comme ils auraient dû le faire.
Mais ces jours se font de plus en plus rares et de plus en plus espacés. Ils sont éclipsés par les bons jours. Les jours formidables. Les jours ordinaires. Où je me réveille dans ma propre maison, vais à un travail pour lequel j'ai travaillé dur, et parle à des gens qui tiennent sincèrement à moi. Hier, Patricia m'a demandé si j'avais une maman et un papa. Brianna a eu l'air paniqué. Mais moi, j'ai simplement souri. J'ai eu des parents d'accueil, qui ont été formidables avec moi, lui ai-je répondu. Ils s'appelaient Patricia et Frank. Et tu portes le nom de Patricia, parce qu'elle était l'une des meilleures personnes que j'ai jamais connues. Comme maman, a demandé Patricia, en pointant Brianna du doigt. Oui. Comme maman. Parfois, la famille, ce sont les gens qui choisissent de t'aimer. Pas seulement les gens à qui tu es né. Patricia a semblé satisfaite de cette réponse, et elle est retournée à son livre de coloriage. Brianna a mimé un merci avec ses lèvres à travers la pièce. Ce sont ces moments-là qui comptent. Pas la confrontation au mariage, bien que celle-ci dût avoir lieu. Pas la révélation des mensonges de mes parents, bien que cela m'ait apporté ma propre paix. Mais ces moments calmes, avec cette famille choisie. D'enseigner à la prochaine génération que l'amour est un verbe, une action, un choix, que l'on fait chaque jour. J'ai écrit tout cela, en fait. Non pas pour publication, ou par vengeance. Mais pour Patricia, quand elle sera plus grande. Pour qu'elle comprenne pourquoi sa tante et sa mère sont si proches, malgré les années de séparation. Pour qu'elle sache ce qui s'est passé, et pourquoi c'est important. Pour qu'elle comprenne qu'elle descend de survivantes. De femmes qui ont dit la vérité quand c'était difficile. De personnes qui ont choisi de guérir plutôt que de perpétuer des cycles de douleur. Brianna est au courant. Elle écrit sa propre version, sa propre perspective sur ces années-là. Un jour, nous les donnerons à Patricia. Ensemble. Une image complète de ce qui s'est passé. Et de la façon dont nous avons retrouvé le chemin, l'une vers l'autre. Penses-tu qu'elle comprendra, m'a demandé Brianna un jour. Je pense qu'elle grandira en sachant que la famille, ce n'est pas qu'une question de sang. C'est le fait d'être présent. C'est la vérité, la confiance, et le fait de se choisir l'un l'autre chaque jour. Et c'est la leçon la plus importante que nous puissions lui enseigner. L'invitation de mariage, qui a déclenché tout ça, se trouve dans une boîte dans mon placard maintenant. Tout comme le dossier compilé par Thomas. Les rapports de police, et toute la documentation sur ce qui s'est passé. Je le garde, non pas parce que j'en ai encore besoin, mais parce que ça fait partie de mon histoire. La partie où j'ai repris mon pouvoir. Le mois prochain, je prendrai la parole lors d'une conférence, pour les jeunes en famille d'accueil, qui sortent du système. Le sujet, construire sa famille choisie. Je suis nerveuse à ce sujet. D'être si vulnérable, devant des étrangers. Mais je pense à tous ces jeunes de 14 ans, qui se sentent abandonnés et seuls. Qui pensent qu'être laissés pour compte signifie qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. Et je sais que je dois le faire. Brianna vient avec moi. Victoria aussi. Elles seront au premier rang. Tout comme elles l'étaient à ma fête de promotion. Tout comme je l'étais au baptême de Patricia, le mois dernier. Être présentes, les unes pour les autres. C'est ce que fait une famille. Parfois, les gens me demandent si j'ai pardonné à mes parents. J'ai appris à répondre honnêtement. Je me suis pardonné à moi-même pour ce qui m'est arrivé. J'ai relâché la croyance que j'en étais la cause ou que je le méritais. Quant à eux, le pardon n'est pas quelque chose qu'ils ont mérité. Et je ne leur dois pas. Je suis allé de l'avant. C'est suffisant. Certaines personnes n'aiment pas cette réponse. Ils veulent une fin soignée et bien rangée, où tout le monde se réconcilie, apprend, et grandit ensemble. Mais la vie n'est pas un film à l'eau de rose. Et certaines blessures sont trop profondes. Certaines trahisons, trop totales. Vous pouvez guérir, sans pardonner. Vous pouvez construire une belle vie, sans y inclure les personnes qui ont essayé de vous détruire. C'est ma vérité. Et je n'ai plus peur de la dire. Le soleil se couche sur Portland, alors que je termine d'écrire ceci.
ma maison de ville est calme. Remplie de photos, de la famille que j'ai bâtie, et de la vie que j'ai créée. Demain, je prendrai un brunch avec Brianna et Patricia. La semaine prochaine, c'est mon dîner mensuel avec Victoria. La semaine suivante, je prendrai l'avion pour l'Arizona, pour visiter les tombes des Martins. C'est quelque chose que je fais 2 fois par an. Pour y déposer des fleurs, m'asseoir, et leur raconter ma vie. Je ne suis plus cette jeune fille effrayée de 14 ans. Assise sur une aire de repos. Se demandant, si elle vaut la peine, qu'on revienne la chercher. Je connais ma valeur maintenant. Je me suis battu pour elle. Je l'ai construite. Je l'ai défendue. Personne ne me l'a donnée. Je l'ai revendiquée, par moi-même. Et si cette invitation de mariage n'était pas arrivée, il y a 3 ans? Je n'aurais peut-être jamais pu tourner la page, dont j'avais besoin. J'aurais peut-être passé le reste de ma vie, à m'interroger. Portant le poids, des questions sans réponse. Au lieu de cela, je suis entré dans cette salle de bal, j'ai dit ma vérité, et j'en suis sorti, libre. Mes parents ont perdu 2 filles, le jour où ils se sont éloignés, de cette aire de repos. Ils ne s'en sont simplement pas rendus compte, pendant 17 ans. Au moment où ils ont compris ce qu'ils avaient fait, il était trop tard, pour y remédier. Certaines erreurs sont trop grandes. Certains choix, trop définitifs. Mais Brianna et moi, nous nous sommes retrouvés. Nous reconstruisons ce qui nous a été volé. Un café, un coup de téléphone, et un dîner du dimanche, à la fois. Nous apprenons à Patricia, que la famille, ça signifie, être présent, dire la vérité, et choisir l'amour, même quand c'est difficile. C'est là la vraie revanche, je suppose. Pas la révélation publique au mariage, bien que cela ait été satisfaisant, à sa manière. La vraie revanche, c'est de bien vivre. D'aimer pleinement. Et de construire quelque chose de magnifique, à partir des cendres de ce qu'ils ont essayé de détruire. J'ai survécu. J'ai prospéré. Et je l'ai fait, sans eux. C'est mon histoire. C'est ma vérité. Et je suis enfin, complètement en paix, avec tout cela. La vérité, c'est que je ne sais pas, ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si ma mère comprendra un jour vraiment, les dégâts qu'elle a causés. Ou si elle passera le reste de sa vie, à le fuir. Je ne sais pas si Brianna, lui pardonnera un jour totalement. Ou si leur relation, restera une chose fragile, construite sur des conversations prudentes, et des pas hésitants. Ce que je sais, c'est ceci. Je suis libre. Libre du poids de leurs mensonges. Libre de la croyance, que j'étais le problème. Libre de l'idée, que l'amour est quelque chose, qui se mérite par la souffrance. J'ai une famille, maintenant. Pas celle dans laquelle je suis né. Mais celle que j'ai bâtie. Une famille qui m'a choisi. Une famille qui est toujours là pour moi. Parfois, tard la nuit, je repense à cette fille sur l'aire de repos. 14 ans, seule, terrifiée. Essayant de comprendre, pourquoi les personnes, qui étaient censées l'aimer le plus, venaient de s'éloigner en voiture. J'aimerais pouvoir remonter le temps, et la prendre dans mes bras. Lui dire qu'elle survivra. Lui dire qu'elle trouvera l'amour. Lui dire qu'elle deviendra, plus forte qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Lui dire qu'un jour, elle se tiendra dans une pièce remplie de gens, et qu'elle dira la vérité sans aucune peur. Lui dire qu'elle vaut la peine, qu'on reste pour elle. Et peut-être, juste peut-être, que c'est suffisant. Parce qu'au bout du compte, je n'ai pas eu les parents que je méritais. Mais je suis devenue la femme, dont cette petite fille avait besoin. Et cela, c'est le plus important de tout.